Un basculement discret mais décisif vient de se produire quand le Burkina Faso a choisi de s'écarter de ses partenaires occidentaux pour se tourner vers Cuba et le Venezuela. Porté par Ibrahim Traoré, ce virage revendique la souveraineté comme boussole diplomatique, au risque d'exposer un petit État sahélien à des pressions croissantes dans un paysage déjà fragile. Que signifie, pour vous qui suivez l'actualité africaine, ce pari d'Ibrahim Traoré de rompre avec les routes tracées par les grandes puissances? Et, dans quelques années, que dira l'histoire de ce moment précis? Le pari diplomatique engagé par le Burkina Faso ouvre une promesse claire: replacer la souveraineté au centre de toutes les décisions majeures en s'émancipant progressivement des conditionnalités imposées par les partenaires occidentaux. Cette ambition, présentée comme une chance rare de bâtir un modèle plus autonome, repose sur une idée simple. Un État qui décide pour lui-même dispose d'une marge de stabilité plus solide et d'une capacité accrue à orienter ses priorités nationales. Pour les citoyens, l'avantage potentiel se résume en 10 mots: sécurité décisionnelle, cohérence interne et réduction des dépendances structurelles. Mais cette trajectoire comporte des risques majeurs, car tout repositionnement géopolitique entraîne des réactions parfois difficiles à absorber pour un pays traversé par des fragilités économiques et sécuritaires. Les ruptures avec les partenaires traditionnels peuvent provoquer des sanctions, réduire des appuis financiers ou ralentir des projets essentiels, ce qui alimente les inquiétudes de ceux qui craignent une phase d'instabilité prolongée. Un micro-hook s'installe donc. Ce tournant est-il un levier durable ou une transition dangereusement incertaine? Le mini-révélateur apparaît dès l'ouverture. Pendant des décennies, les partenariats dominants ont surtout consolidé une dépendance structurelle qui n'a jamais permis au Burkina Faso de résoudre ses difficultés internes. Et le chiffre mis en avant par les partisans d'Ibrahim Traoré, près de 40% des pays africains considérés en situation de surendettement, sert de preuve pour montrer que ce modèle fondé sur l'aide occidentale atteint désormais ses limites les plus visibles. Dans cette lecture, la réorientation diplomatique n'est pas décrite comme un geste impulsif, mais comme la conséquence logique d'un diagnostic jugé incontournable. Si les mécanismes traditionnels n'ont pas produit de stabilité durable, alors diversifier les alliances devient une nécessité stratégique. C'est ce glissement progressif, formulé par les conseillers d'Ibrahim Traoré, qui ouvre la voie au rapprochement avec Cuba et le Venezuela, deux pays n'appliquant pas les mêmes conditions politiques que les États européens ou américains. Le geste, d'abord symbolique, gagne rapidement en cohérence. Cuba apporte une expertise reconnue dans le domaine de la santé, un secteur particulièrement fragile au Burkina Faso. Les partisans y voient la possibilité d'un transfert de compétences permettant de renforcer la prévention, la formation et les infrastructures médicales. De son côté, le Venezuela, malgré ses propres défis, maintient une expérience notable dans la gestion des ressources énergétiques, un enjeu vital pour un pays frappé par des coupures fréquentes et des pénuries récurrentes. Cette combinaison santé et énergie redessine lentement la boussole stratégique du pays. Toutefois, la source rappelle que cette démarche s'inscrit dans un contexte global où les tensions entre blocs politiques s'intensifient, exposant tout État africain souhaitant rompre avec les partenariats occidentaux à un éventail de critiques, de pressions et de risques potentiels. Le Burkina Faso avance donc dans une zone encore peu explorée, où la quête d'autonomie doit sans cesse s'équilibrer avec les incertitudes d'un environnement international instable. Au cœur de cette transition, une figure s'impose comme fil conducteur. Ibrahim Traoré, présenté par ses soutiens comme un dirigeant qui dépasse le simple rôle militaire pour incarner une volonté de redéfinition nationale. Son approche repose sur une conviction constante. Un pays qui aspire à la souveraineté doit accepter d'explorer des zones diplomatiques où peu d'acteurs africains se sont aventurés. Le premier cas souvent cité par ses partisans concerne la santé publique. Dès les premières discussions avec Cuba, des équipes burkinabées auraient commencé à identifier des axes de coopération centrés sur la formation et l'appui technique, avec l'objectif de solidifier un système jugé trop dépendant de programmes externes et de financements irréguliers. Même si les résultats restent embryonnaires, ce geste est utilisé comme preuve que le pays peut amorcer un renforcement interne à partir de partenariats alternatifs. Le second cas
touche au domaine énergétique. Les échanges avec des experts vénézuéliens ont nourri l'idée que des solutions inspirées de modèles de gestion sous contrainte pourraient aider le Burkina Faso à atténuer ses pénuries chroniques d'électricité. Cette perspective, encore hypothétique, illustre néanmoins comment une alliance non traditionnelle peut ouvrir des pistes techniques là où les approches antérieures semblent avoir atteint leurs limites. En réunissant ces deux exemples, les soutiens d'Ibrahim Traoré soulignent que la stratégie engagée ne repose pas seulement sur une posture politique, mais sur un effort d'expérimentation encadrée. Pour eux, la question centrale reste: ces premiers signaux peuvent-ils devenir des résultats durables ? Le point de départ de cette séquence réside dans un constat relayé de façon insistante par l'entourage d'Ibrahim Traoré. Le modèle d'assistance dominant, construit autour de programmes occidentaux strictement conditionnés, n'a pas permis au Burkina Faso de combler ses fragilités structurelles. Cette lecture, développée dans les discours publics, agit comme un déclencheur. Elle installe l'idée qu'un changement profond devient non seulement souhaitable, mais inévitable dans un environnement où les mécanismes traditionnels semblent atteindre leurs limites. La prise de conscience fonctionne alors comme une étincelle politique. Si les anciennes solutions n'apportent plus la réponse attendue, il faut ouvrir d'autres chemins. C'est cette impulsion initiale qui active l'ensemble du basculement diplomatique. Le mouvement gagne en intensité lorsque s'esquisse la décision d'explorer de nouveaux partenaires, en particulier Cuba et le Venezuela. Ce choix change rapidement l'allure du processus. Il ne s'agit plus d'une réflexion abstraite, mais d'un geste concret. Diversifier les alliances afin de contourner les dépendances héritées de la période postcoloniale. Les soutiens d'Ibrahim Traoré insistent sur la logique qui sous-tend ce rapprochement. Cuba, malgré les sanctions et les pressions qui pèsent sur son économie, a su maintenir un système de santé performant. Le Venezuela, même confronté à des difficultés internes, conserve une expérience reconnue dans la gestion des ressources énergétiques. Ces deux trajectoires servent de référence symbolique et technique, ce qui transforme le virage diplomatique en un acte assumé. L'annonce, relayée par les discours officiels, marque le début du moment de tension maximale. Les réactions régionales s'aiguisent, les observateurs évoquent des risques de sanctions et les partenaires traditionnels surveillent chaque mouvement. Le pays entre alors dans une phase où la souveraineté revendiquée devient un test en temps réel. La dynamique se prolonge quand apparaissent les premiers signaux d'impact, certes limités, mais suffisamment visibles pour être repris dans les récits favorables au gouvernement. Dans la santé, l'expertise cubaine est présentée comme un levier prometteur pour renforcer les infrastructures fragiles et réduire la dépendance aux programmes occidentaux fluctuants. Dans l'énergie, l'idée d'un appui technique venu du Venezuela ouvre la perspective d'atténuer progressivement les pénuries électriques, un frein constant à la stabilité économique. Ces indications nourrissent le discours selon lequel la stratégie engagée n'est pas purement théorique. Elle peut produire des effets si elle se maintient dans la durée. Pourtant, la source précise que ces résultats restent fragiles, exposés aux tensions géopolitiques et aux pressions externes. À ce stade, le Burkina Faso se trouve dans une zone où chaque décision entraîne une conséquence potentielle. Le virage engagé par Ibrahim Traoré devient une expérience diplomatique à ciel ouvert, confrontée à un environnement instable. Les signaux positifs coexistent avec les risques, ce qui crée une situation où le pays avance tout en absorbant des réactions multiples. La séquence n'est donc pas linéaire, mais faite d'avancées prudentes, de crispations et d'ajustements. Et la question demeure, ce processus peut-il réellement établir un modèle plus autonome ou ne fait-il qu'ouvrir une période de transition sensible ? Le point de départ, le baseline, repose sur une réalité largement admise par les conseillers d'Ibrahim Traoré. Pendant des années, le Burkina Faso a fonctionné au sein d'un système où les programmes occidentaux, malgré leurs apports, incluaient des conditionnalités fortes qui réduisaient la marge de décision nationale. La delta, selon eux, apparaît lorsqu'on observe les limitations actuelles de ce modèle, mises en évidence par plusieurs indicateurs africains repris dans le discours des partisans. Le premier d'entre eux est chiffré. Près de 40% des pays du continent sont classés en situation de surendettement, un niveau qui, selon les défenseurs de la nouvelle orientation, illustre une dépendance devenue structurelle.
Ce chiffre sert à montrer que l'équilibre financier hérité du modèle traditionnel ne peut plus garantir une stabilité durable. Un second élément repose sur l'exemple de Cuba, mentionné dans la source comme un pays capable de maintenir un système de santé solide malgré des sanctions prolongées. Même sans chiffre explicite, les soutiens d'Ibrahim Traoré utilisent cet argument pour affirmer qu'un modèle résilient peut exister en dehors des schémas occidentaux classiques. Ils en tirent une logique. Si un pays soumis à un embargo peut développer une infrastructure sanitaire fonctionnelle, alors une coopération structurée pourrait aider le Burkina Faso à renforcer la prévention et la formation. La phrase explicative, 10-12 tu, la résilience cubaine montre qu'un système solide peut émerger sous contrainte. Le troisième repère concerne le Venezuela. Bien que la source ne fournisse aucun pourcentage précis, elle indique que le pays continue de produire des résultats dans la gestion énergétique malgré des difficultés majeures. Les partisans de Ibrahim Traoré interprètent ce constat comme la démonstration qu'un savoir-faire technique peut se maintenir même lorsque l'environnement économique est limité. Phrase explicative, 10-12 tu. L'expérience vénézuélienne suggère qu'une expertise résistante reste transmissible à d'autres États. Ces 3 points constituent l'ossature factuelle du discours soutenant la nouvelle orientation diplomatique. Ils ne cherchent pas à prouver que Cuba ou le Venezuela représentent des solutions parfaites, mais à montrer que le modèle antérieur, centré sur les partenariats occidentaux, n'a pas fourni les résultats structurels attendus. Ce raisonnement se déploie en 3 étapes. Identifier les limites du modèle dominant, illustrées par le taux continental d'endettement et par les difficultés persistantes rencontrées malgré les décennies de coopération occidentale. Proposer des alternatives basées sur des exemples concrets où la résilience sanitaire cubaine et la continuité technique vénézuélienne servent de référence pratique plutôt que théorique. Établir un lien direct entre ces observations et le projet souverainiste en expliquant que diversifier les alliances peut offrir des marges d'action qui n'existaient pas auparavant. Dans cette logique, les soutiens d'Ibrahim Traoré affirment que la réorientation engagée ne repose pas uniquement sur un désir politique, mais sur une analyse des mécanismes ayant limité, selon eux, les progrès du pays. La question demeure pourtant ouverte. Ces preuves partielles suffisent-elles à justifier un repositionnement d'une telle ampleur ? Le premier argument avancé par les défenseurs du virage diplomatique repose sur une lecture structurée. Pour sortir d'un schéma de dépendance devenu trop coûteux, le Burkina Faso doit impérativement diversifier ses alliances. Selon eux, les partenariats occidentaux, bien que riches en financement, se sont souvent accompagnés de conditionnalités qui ont réduit la marge d'action du pays. Ils ajoutent que l'exemple de Cuba, capable de maintenir un système sanitaire solide malgré les sanctions, montre qu'un modèle résilient peut exister en dehors des cadres occidentaux. Enfin, ils citent le Venezuela pour illustrer qu'une expertise énergétique peut perdurer même sous pression économique, ce qui laisse ouverte la possibilité d'un transfert utile pour atténuer les pénuries locales. À l'opposé, les critiques défendent une position tout aussi structurée. Leur premier point concerne les risques diplomatiques immédiats. S'éloigner des partenaires traditionnels pourrait entraîner des sanctions, des représailles ou une diminution des financements nécessaires aux programmes essentiels. Leur deuxième argument vise les nouveaux alliés eux-mêmes. Cuba et le Venezuela, disent-ils, ne sont pas exempts de difficultés internes et s'appuyer trop fortement sur eux pourrait placer le Burkina Faso dans une nouvelle forme de dépendance, tout aussi contraignante que la précédente. Le troisième point évoque le risque d'isolement. Un repositionnement trop abrupt pourrait fragiliser davantage un pays déjà confronté à des défis sécuritaires et économiques. La synthèse qui en découle s'appuie strictement sur les éléments fournis par la source. D'un côté, la volonté de réaffirmer une souveraineté plus nette semble cohérente avec la critique d'une dépendance prolongée. De l'autre, les risques évoqués, pression occidentale, fragilité économique des nouveaux partenaires, incertitudes géopolitiques sont réelles et explicitement mentionnées. Le Stillman aboutit donc à une conclusion équilibrée. Les deux camps s'appuient sur des arguments sérieux, et l'issue dépendra de la capacité du Burkina Faso à convertir ses premiers signaux positifs en fondations durables tout en absorbant les tensions externes. À mi-parcours de ce repositionnement, un élément discret mais décisif apparaît.
Le Burkina Faso ne cherche plus seulement à s'éloigner de l'influence occidentale, mais tente de redéfinir la souveraineté comme principe structurant de toutes ses relations extérieures. Les partisans d'Ibrahim Traoré présentent ce glissement comme une révélation intermédiaire, un moment où la stratégie s'affirme non pas comme une simple redistribution d'alliances, mais comme une volonté d'établir un modèle d'autonomie assumé. Le changement de perspective se lit dans la manière dont Cuba et le Venezuela sont invoqués, non pas uniquement pour leur opposition historique à l'Occident, mais pour la symbolique qu'ils incarnent, celle de nations ayant revendiqué, malgré les tensions, le droit de tracer leur propre trajectoire. Cette symbolique transforme le virage diplomatique en un acte identitaire, un geste destiné à montrer que même un État sahélien peut réclamer un espace de décision qui lui appartient pleinement. Cependant, cette révélation ouvre une zone de fragilité. En cherchant à s'affirmer, le Burkina Faso doit désormais maintenir un équilibre délicat entre ambition souverainiste et contraintes géopolitiques mouvantes. Les effets potentiels du virage diplomatique engagé par le Burkina Faso peuvent être observés à travers 4 axes qui structurent déjà les débats internes: la population, l'économie nationale, la dynamique diplomatique et la position régionale. Chacun révèle une facette différente de ce repositionnement porté par Ibrahim Traoré, et chacun expose des gains possibles comme des fragilités persistantes. Pour ce qui concerne la population, pour une partie des citoyens, le rapprochement avec Cuba ouvre une perspective concrète: renforcer les services de santé et réduire une dépendance jugée excessive aux programmes occidentaux. La source souligne que l'expérience cubaine repose sur un système fondé sur la prévention et la formation, perçu comme un modèle capable de stabiliser un secteur médical fragilisé. Si cette coopération se structure, elle pourrait améliorer l'accès aux soins de base et contribuer à réduire les vulnérabilités quotidiennes. Toutefois, ces bénéfices restent conditionnés à la capacité du pays à intégrer les compétences reçues et à maintenir la cohérence d'un système déjà sous tension. En ce qui touche l'économie et les entreprises, le second axe touche à l'énergie, cœur de nombreux blocages économiques. Les difficultés récurrentes d'approvisionnement, mentionnées sans chiffres dans la source, limitent autant la vie domestique que l'activité industrielle. Dans cette perspective, l'expertise vénézuélienne pourrait offrir un appui technique pour atténuer les pénuries. Les soutiens du gouvernement affirment que, même modestes, ces transferts de savoir-faire peuvent ouvrir une trajectoire de stabilisation progressive. Les critiques rappellent toutefois que le Venezuela affronte lui-même des contraintes internes, ce qui pourrait ralentir ou limiter les retombées attendues. Sur le plan diplomatique et international, la reconfiguration est plus délicate. La source évoque clairement le risque de pression, de sanctions ou de détérioration des relations avec les partenaires occidentaux traditionnels. Le Burkina Faso pourrait voir certains financements ralentir ou certaines coopérations techniques se compliquer. A l'inverse, les partisans d'Ibrahim Traoré y voient l'opportunité d'établir une diplomatie plus affirmée, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur des conditionnalités strictes. L'impact réel dépendra de la capacité du pays à absorber ces tensions tout en maintenant des canaux de dialogue ouverts. Dans la dimension régionale, au niveau sahélien, ce virage peut produire un effet d'entraînement. La source suggère que le geste du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres États confrontés à des difficultés similaires, surtout si les premiers résultats deviennent visibles. Toutefois, un inverse est possible. Si le pays rencontre des obstacles trop lourds, tensions, isolement ou retombées économiques, il pourrait au contraire renforcer la prudence d'autres nations. Le repositionnement agit donc comme un signal, une invitation à explorer des modèles alternatifs, mais aussi un rappel que chaque rupture comporte un coût. Dans l'ensemble, les 4 axes montrent une réalité composite. Des gains potentiels existent, mais ils s'inscrivent dans une zone d'incertitude continue, où chaque avancée dépend de la stabilité des alliances nouvelles et des réactions d'un environnement international en recomposition. Les prochains mois pourraient orienter durablement la trajectoire du Burkina Faso, car le repositionnement engagé ouvre des scénarios divergents. Chacun s'appuie exclusivement sur les signaux mentionnés dans la source: alliance alternative, risque de pression, premiers impacts dans la santé et l'énergie, et fragilité générale de l'environnement géopolitique.
Dans une première hypothèse, le Burkina Faso bénéficierait de retombées limitées mais réelles. Un début de coopération cubaine dans la santé pourrait renforcer progressivement certains services essentiels, tandis que des échanges techniques avec le Venezuela offriraient quelques améliorations ponctuelles dans la gestion énergétique. Dans le même temps, des tensions diplomatiques avec les partenaires occidentaux persisteraient, ralentissant des financements sans les interrompre totalement. Le pays avancerait donc dans une zone d'équilibre précaire, oscillant entre gains ciblés et contraintes externes. Dans une perspective plus favorable, ce scénario repose sur une accélération visible des résultats. Les appuis cubains seraient plus structurés, permettant une amélioration tangible des capacités médicales locales. Les solutions énergétiques inspirées du Venezuela aideraient à atténuer davantage les pénuries. Si ces signaux positifs s'enchaînent, le Burkina Faso pourrait renforcer sa marge d'autonomie et démontrer la viabilité d'un modèle partiellement affranchi des conditionnalités occidentales. Cette dynamique mentionnée dans la source comme une possibilité pourrait encourager certains États africains à explorer des voies similaires, donnant au pays une influence accrue dans la région. Dans une perspective plus sombre, les tensions diplomatiques s'aggraveraient, entraînant des mesures punitives ou une réduction forte de certains appuis occidentaux essentiels. Dans cette hypothèse, les alliances alternatives ne suffiraient pas à compenser les pertes, car Cuba et le Venezuela font eux-mêmes face à des contraintes économiques importantes. La santé, l'énergie et les infrastructures manqueraient alors des ressources nécessaires pour absorber le choc. Le pays entrerait dans une période d'instabilité accrue, où les coûts sociaux et politiques pèseraient lourdement sur la population. Ne pas juger le virage seulement par ses intentions, mais par la capacité réelle à stabiliser les alliances nouvelles dans un environnement instable. Les effets du repositionnement diplomatique du Burkina Faso ne se jouent pas seulement dans les cercles stratégiques, ils traversent les perceptions, les attentes et les inquiétudes de différents groupes sociaux, chacun lisant ce virage à travers son propre vécu. La source montre que cette dynamique touche largement les représentations collectives, car le choix d'explorer des alliances avec Cuba et le Venezuela résonne différemment selon les sensibilités. Pour un premier groupe de citoyens, ceux qui espèrent une dignité retrouvée, pour une partie des citoyens, la démarche initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré est perçue comme une affirmation symbolique majeure. L'idée qu'un pays africain peut reprendre possession de ses choix, même dans un environnement international fortement polarisé. Ce groupe voit dans la coopération avec Cuba un levier potentiel pour renforcer la santé publique et construire une autonomie longtemps jugée inaccessible. Pour un second groupe, ceux qui observent avec prudence une autre frange de la population, plus réservée, redoutent les conséquences économiques et diplomatiques d'une rupture trop brusque avec les partenaires occidentaux. La source souligne que ces inquiétudes se concentrent sur les risques de sanctions, de ralentissement financier ou d'instabilité accrue. Pour ces individus, l'enjeu n'est pas de contester la quête de souveraineté, mais d'évaluer si les bénéfices annoncés compenseront vraiment les tensions possibles. Pour un troisième regard, ceux qui s'interrogent sur l'impact régional. Un troisième regard se focalise sur la dimension africaine du virage. Ces observateurs cherchent à comprendre si l'initiative du Burkina Faso peut inspirer d'autres pays ou, au contraire, susciter davantage de prudence. Leur interrogation porte moins sur l'orientation elle-même que sur les conditions nécessaires pour qu'elle devienne un moteur durable. Pour que la réorientation diplomatique du Burkina Faso produise des effets durables, la source souligne plusieurs étapes possibles qui, sans constituer un programme officiel, dessinent une trajectoire cohérente. Elle s'articule autour des secteurs évoqués dans les discours favorables à la démarche engagée par Ibrahim Traoré: la santé, l'énergie, la formation et la stabilité diplomatique. Pour cette étape, les équipes médicales burkinabées avec l'appui de spécialistes cubains. Faire quoi? Consolider la prévention, la formation locale et la qualité des services. Quand? Au fil des premières coopérations déjà amorcées. Mesures. Capacité accrue à stabiliser des infrastructures fragiles. Les ingénieurs nationaux en lien avec l'expertise vénézuélienne. Faire quoi? Identifier des solutions adaptées aux pénuries chroniques. Quand? Sous forme de projets techniques progressifs, mesures, réduction des coupures récurrentes et meilleure gestion locale.
Qui ? Le système éducatif burkinabé inspiré de certaines pratiques cubaines. Faire quoi ? Forme des profils adaptés aux besoins essentiels du pays. Quand ? À travers des programmes de moyen terme. Mesure capacité à soutenir un développement moins dépendant. Qui ? Le gouvernement sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Faire quoi ? Naviguer entre ambitions souverainistes et pressions internationales. Quand ? Tout au long du processus de repositionnement. Mesure préservation d'espaces de dialogue sans renoncer aux choix stratégiques. Dans l'ensemble, ce chemin vise un objectif unique, transformer les signaux initiaux en fondations concrètes, sans perdre l'équilibre fragile qu'exige un environnement géopolitique tendu. Au terme de ce parcours diplomatique encore fragile, la figure qui revient naturellement est celle introduite plus tôt, celle d'Ibrahim Traoré, leader présenté comme le fil conducteur d'un pays cherchant à redéfinir ses marges de décision. Le récit exposé dans la source rappelle que son rôle dépasse le simple cadre militaire. Il devient l'incarnation d'une volonté de libération progressive, là où les partenariats hérités ne suffisaient plus à répondre aux besoins structurels du Burkina Faso. Ce retour à la figure du guide n'a rien de triomphaliste. Il traduit plutôt un moment suspendu où un État sahélien tente d'avancer entre promesses et incertitudes, entre désir d'autonomie et conscience des risques. Les soutiens voient dans ces choix l'ouverture d'un espace stratégique nouveau, les critiques y discernent une phase délicate, où chaque pas doit être mesuré pour éviter l'isolement ou la fragilisation. Dans cette zone intermédiaire, la question n'est plus seulement géopolitique, elle devient humaine. Elle touche à la manière dont un pays, confronté à ses limites, ose malgré tout tracer un chemin moins dépendant, porté par une conviction tenace. La souveraineté avance, mais chaque pas reste lourd de risques. Le tournant engagé par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne se limite pas au rapport entre États. Il pose une question plus large sur la manière dont un pays africain peut tenter de reconquérir une part de souveraineté dans un monde traversé par de fortes rivalités. La source montre que cette réorientation n'est ni un geste simple, ni un mouvement univoque. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion collective où chacun peut interroger ses propres cadres d'analyse. À ce stade, ce moment historique devient aussi un miroir social. Il révèle les attentes, les craintes et les aspirations d'une population confrontée aux incertitudes de son époque. C'est dans cette dimension humaine que le débat trouve sa profondeur, car la souveraineté ne se décrète pas seulement dans les institutions, elle se construit aussi dans les imaginaires et les discussions partagées. Si vous souhaitez prolonger cette réflexion, apportez vos lectures, questionnez des aspects du virage diplomatique ou explorez d'autres dynamiques africaines, l'espace vous est ouvert. Quelle part de ce repositionnement vous paraît déterminante pour les mois à venir ?